Bonjour Jean-Marc Colli. Bonjour Guy. Eh bien j'interroge le président de l'ASPIM sur l'avenir des SCPI. Qui va répondre aux spécialistes ancestrales des SCPI. Alors c'est quoi les grandes lignes d'avenir? Où vont-elles? Alors, pour l'ASPIM, l'univers des fonds immobiliers, il est un tout petit peu plus large que celui des SCPI. Bien sûr, les SCPI, voilà, 90 milliards d'euros de capitalisation, c'est important, mais il y a OPCI, sociétés civiles, fonds institutionnels, donc 314 milliards d'euros gérés par les sociétés de gestion en France autour de l'immobilier. C'est une puissance qui est importante, on est à peine derrière les Allemands dans ce domaine-là, et l'ambition des acteurs qui font ce métier, c'est de ouvrir la distribution de ces produits sur le reste de l'Europe. On a déjà fait des investissements dans toute l'Europe. Tous les fonds investissent, à peu près 30% de la collecte annuelle est investie en Europe immobilièrement, mais vendre ces produits à des gens d'un pays extérieur, ça n'existe pas. L'Allemand achète des produits allemands, le Français des Français, l'Espagnol n'a rien à acheter et l'Italien non plus, il faudrait peut-être lui donner quelque chose. Et l'Est de l'Europe n'a rien. Donc l'ambition des sociétés de gestion françaises et l'ambition de l'État pour la gestion française, c'est de leur ouvrir les portes de l'Europe. Ça tombe bien, parce que les Européens ont la même envie, c'est d'ouvrir le marché européen. Et depuis maintenant quelques années, l'Europe réfléchit à un label qui permettrait à des fonds, au même titre que des fonds institutionnels, de permettre à ces fonds de se vendre auprès de tous les particuliers en Europe. Ce label s'appelle le label LTIF, LTIF. Il y a eu une première version qui n'a pas eu énormément de succès, et ils ont adopté une nouvelle version au cours de l'exercice 2023, qui va être entrée en application en juin 2023 et qui va permettre à toutes les autorités régulatrices de chacun des pays de délivrer pour les fonds qui le méritent chez elles et qui auront un certain nombre de caractéristiques, un label qui permettra de vendre ce produit où on veut en Europe. L'affaire est large, ça veut dire, mais elle est à deux sens. Si vous pouvez aller vendre en Europe, d'autres pourront venir chez nous. Donc il faut être performant. Il faut être performant pour aller attaquer le marché européen, et pour éviter qu'ils viennent trop fort chez vous pour vendre à vos clients les produits qu'ils gèrent. Deuxième point super important, c'est que la distribution aujourd'hui elle est bancaire, assureur, CGP, direct parfois, mais qu'il y a aussi toute la distribution qu'on voit apparaître par des sites de banques en ligne ou de CGP en ligne qui eux n'ont pas de frontières. Donc mettre ces produits sur ces sites pour qu'ils soient vendus partout, c'est aussi un élément fondamental du développement de demain de la puissance des sociétés. C'est une révolution. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes liés à la fiscalité ou dans lesquels finalement nous Français on serait un peu handicapés et on aurait du mal à vendre nos produits, que ce soit justement, comme vous faites bien de le rappeler, SCPI, OPCI, SCI d'assurance vie, simplement parce que la fiscalité est beaucoup plus dure chez nous qu'à l'extérieur. Alors, premier point super important, c'est que les pouvoirs publics français, et notamment la direction du Trésor, sont extrêmement moteurs dans la volonté de faire intégrer chez le régulateur français à l'AMF le label LTIF. Mais ils savent en même temps que la neutralité fiscale de la France pour les acteurs qui seraient étrangers, c'est-à-dire qu'ils soient pas imposés en France, qu'ils soient imposés dans leur pays, ou qu'ils soient imposés en France mais qu'ils ne le soient pas du coup dans leur pays, c'est un élément essentiel du succès de cette distribution extérieure. Ils l'ont bien compris. Ils l'ont compris. Alors après, il y a un temps pour tout. Donc on va commencer par un temps plus réglementaire dans lequel on va dire voilà ce qu'il faudra pour avoir ce label. Et puis je pense que dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances pour 2024, ou une loi de finances rectificative, etc., là il y aura des dispositifs fiscaux qui, je l'espère, puisqu'il c'est aussi non pas des engagements, mais une des discussions qu'on a avec eux, vont nous permettre justement de donner cette neutralité fiscale à la France pour qu'on n'ait pas d'obstacle pour distribuer ces produits dans le reste de l'Europe. Ça, ce serait formidable. Puisque vous avez mentionné justement que SCPI, OPCI, SCI, on voit bien que c'est la dynamique SCPI qui a réveillé tout le monde et qui a fait qu'ensuite il y a eu les OPCI, que les SCI se développent aujourd'hui. Comment vous voyez l'équilibre de ces différentes formules ? Plutôt SCI Assurance Vie, plutôt SCPI, plutôt OPCI, qu'est-ce qui va se développer le plus ? C'est comme si vous parliez de toutes les marques de voitures en se disant laquelle va résister et laquelle va se développer. Je crois qu'elles ont toutes vocation à se développer, elles ont des qualités et des différentes et qui méritent l'attention des particuliers. Exemple, une SCPI, c'est très immobilier. Mais pas n'importe quel immobilier. L'immobilier, on encaisse nos loyers, c'est tout ce qu'on fait.
Par exemple, on ne peut pas vendre d'électricité, c'est dommage quand on veut en produire. On ne peut pas exercer d'activité commerciale dans des locaux qui sont des locaux de bureau alors que tous nos locataires réclament des services. Donc il y a des petites limites. L'OPCI, il y a d'autres choses. On lui met aujourd'hui 40% de valeur mobilière, là où peut-être qu'on pourrait adopter une règle de liquidité qui serait un peu différente pour le rendre performant. Et la SC, elle est parfaite, bien, sauf qu'elle ne peut pas communiquer parce que c'est un produit qui est destiné aux professionnels et particuliers. Chacun de ces produits C'est assez complexe. a des petits inconvénients qu'il faut essayer de gommer réglementairement pour que ils retrouvent toute une dynamique. Leur taille, leur stratégie de gestion ou leur mode de distribution. Il n'y en a pas un qui vaille plus que l'autre, mais chacun doit être soutenu. Mais il y a quand même un enjeu, et presque un danger, parce que si les produits français ne sont pas vendus à l'extérieur plus que les internationaux achètent en France, on se met en déséquilibre. Là, on aura une gestion, mais ça existe déjà, on l'a déjà connu en matière de valeur mobilière. Je rappelle que en matière de valeur mobilière, l'ouverture mondiale, parce qu'elle n'est même pas française, elle est déjà réalisée depuis bien longtemps. Oui, mais c'est tragique. Alors, je voudrais rappeler quelque chose. Oui. C'est que on parle beaucoup de retraite. L'ennui de l'ouverture dans laquelle les internationaux achètent beaucoup plus chez nous que nous, on achète chez eux, c'est que finalement, c'est nous qui payons les retraites des Suédois, des Allemands, des Américains ou des Japonais. Alors que les Japonais ou les Allemands payent très peu les retraites françaises. Justement, il serait juste parfait que nous puissions, nous aussi, avec nos fonds, avec la fiscalité qui nous aiderait, aller investir partout, indépendamment de... Et que, oui... Il ne s'agit pas d'investir. Oui, c'est ça. Investir à l'extérieur, mais aussi acheter que nos produits soient achetés par des gens extérieurs pour payer leur retraite. Honnêtement, aujourd'hui, les fonds de pension américains ou anglo-saxons qui ont 10-15% ou 20% en immobilier, eux, ils sont capables d'acheter de la gestion si cette gestion est performante, dynamique et correspond à leur canon. Ils n'ont pas de sentiment de... Donc vous avez un plan B, si je comprends bien. Non, le plan B, c'est d'être suffisamment dynamique, performant, que la gestion française, qui a toutes les qualités pour le faire, continue à être aussi performante et dynamique pour que les gérants étrangers, plutôt que de faire le marché français, achètent de la gestion française. Ça leur donnerait la même chose. Mais est-ce qu'ils achèteraient de la gestion française, des sociétés de gestion, puisqu'elles sont performantes, qui vont acheter en Allemagne? Oui, là, ce serait génial. Oui, mais c'est exactement ça. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de notion de frontière. En termes d'investissement, c'est déjà fait. Il n'y en aura plus en termes de produits. Tout ça se globalise. Alors, je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose. Il faut aussi rester une approche. Mais la France a des qualités. Enfin, aujourd'hui, pour investir sur le tourisme français, qui est quand même un fleuron, peut-être que demain, on aura la même chose sur l'agriculture française, qui est juste un élément extraordinaire. Il y a peu de produits de placement. Mais pourquoi pas demain? Tout ça, c'est cette révolution qui est en route. L'ouverture, on cesse de n'acheter que des bureaux pour faire que des SCPI, pour ouvrir. Et qu'en France, c'est une très bonne nouvelle. Donc, autrement dit, on n'a pas encore fait l'Europe de la fiscalité, mais on est en train de faire l'Europe des placements. Exactement. Et donc ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a une autre ou d'autres lignes d'avenir pour les produits de pierre-papier, d'immobilier collectif, SCPI, OPCI, SCI? Alors, il y a deux points dont je vais parler. Le premier, c'est tout ce qui est environnemental. Bien sûr. Incontestable, on n'a y pas va. le choix. On y va. On y est parti. On doit sauver la planète et le faire. Donc ça, c'est parti. On a déjà fait beaucoup de choses en immobilier. Depuis 2007, le plan bâtiment durable, etc. On a refait n'est pas en retard. Non, pas du tout. On a refait une couche complémentaire avec le label ISR qui a été un grand succès. 40% de la collecte d'aujourd'hui et 40% des fonds qui collectent sont des fonds labellisés. Est-ce qu'il faut aller plus loin? La réponse est oui. Est-ce qu'il ne faut pas faire une petite pause pendant un instant pour regarder ce qu'on a fait, vérifier que tout ça est bien logique? Oui, parce que la vraie question que se posent beaucoup de particuliers, c'est de faire la différence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Voilà. Donc on a peut-être un temps pour vérifier que tous les engagements qu'on a pris au titre de ces labels soient réalisés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'arrête de travailler. Pendant ce temps-là, on pourrait peut-être utilement dire harmonisons toute cette réglementation européenne, puisque si les produits doivent se vendre, il vaudrait mieux que la réglementation et qu'un label ISR français, il devrait être reconnu de la même manière à l'étranger, ou peut-être y aura-t-il un label européen, il y a du travail. que les classifications seront les mêmes. Ça, c'est du travail. Organisons aussi le contrôle des progrès que l'on fait. C'est quand même juste incroyable qu'aujourd'hui, on ne puisse pas avoir la transmission par les fournisseurs d'énergie de la consommation de nos locataires. C'est interdit, c'est un espace de liberté qu'on ne doit pas. Alors comment voulez-vous mesurer les progrès faits par l'immeuble que vous avez acheté, les investissements que vous avez réalisés à l'intérieur ou l'effort de vos locataires si vous n'êtes pas foutu de mesurer la consommation ou si on ne vous donne pas la consommation? D'accord, donc ça c'est un autre chantier, il y a un chantier ligne aujourd'hui de dire, donnons-nous les moyens d'avoir ce succès et d'être capable de le mesurer
mesurer, c'est important. Donnons-nous les moyens aussi financiers. C'est des milliards d'euros qui doivent être investis pour isoler des immeubles, particulièrement en matière de logement. Comment fait-on? Voilà. Et comment est-ce que l'État peut nous aider à faire ça? C'est aussi un autre élément sur lequel on doit travailler. Donc harmonisation européenne, concrétisation de la mesure de tous les progrès qu'on ferait, sobriété. Il y a plus à faire dans l'utilisation de l'immeuble que dans son isolation. Les premiers progrès pourraient être très forts là-dessus. Regardez, quand l'État dit on va manquer d'électricité dans l'année, il faudrait faire attention, la consommation chute brutalement de 7 ou 10%. C'est ce qui s'est passé ces années. Donc si on fait la même chose sur la totalité, la climatisation, le chauffage, l'électricité, les ordinateurs, vous verrez que les progrès qu'on fera, la sobriété immédiate que l'on aura sera exceptionnelle. Donc on doit aussi se laisser ce temps, on a beaucoup de choses à faire autour de ça. Voilà. Le premier sujet, c'était ça. Deuxième sujet, c'est qu'il y a, à mon avis, autour de l'immobilier, quelque chose qui va apparaître, qui sera encore une fois entre le financier et l'immobilier, c'est la dette immobilière. Aujourd'hui... on n'est pas assez endetté là? Non, c'est pas la dette. Les fonds, des fonds vont se créer pour prêter pour des objets immobiliers. Le premier que vous avez, dont on parle peu, mais dont j'ai vu quelques stands ici, c'est le crowdfunding. Des gens sont venus mettre de l'argent pour faire des opérations ou participer à des opérations de création de valeur, de promotion ou d'autres, et d'être rémunérés. Et je rappelle d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que sur le crowdfunding, l'État a été très positif fiscalement, en voyant qu'il y avait justement une ligne d'avenir. Alors c'est le début, mais c'est pas que ça. Alors vous avez alors aujourd'hui on parle beaucoup, on voit des fleurs apparaître sur comment va-t-on pouvoir prêter à des copropriétés pour réaliser des travaux justement d'isolation qui coûtent très cher, que peut-être certains ne peuvent pas payer. Comment peut-on faire? On voit, ou on va voir, dans d'autres domaines, comment est-ce qu'on va essayer de permettre à des gens un peu âgés qui ont un patrimoine immobilier de se mobiliser leur épargne pour un nouveau projet, pour aider leurs petits-enfants, l'épargne immobilière, viager, prêt hypothécaire. Donc toute une mécanique autour de la valeur immobilière qui va se créer pour remettre un peu plus tôt dans l'économie ou fournir à l'économie de l'argent pour pouvoir ou transformer l'immobilier ou mobiliser l'épargne des particuliers et des personnes âgées notamment pour leur permettre de faire autre chose. Ça, c'est le nouveau marché immobilier, la connotation immobilière qui va intervenir demain et sur lequel il faut. C'est très intéressant. Alors, ce qui ne change pas, c'est que la profession reste très dynamique. Merci Jean-Marc Collet.